Agro-Food Trade and Markets Division at the OECD Trade and Agriculture Directorate. Bienvenue et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette présentation des perspectives agricoles communes conjointes FAO-OCDE. Cette conférence de presse aura lieu en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous entendrons le secrétaire général de l'OCDE, M. Matthias Cormann. Puis, nous entendrons le directeur général de la FAO, Xu Dongyu. Et ensuite, Marion Janssen, directrice de TAD, Direction Agriculture et Échange, présentera le rapport dans le détail. Et dans un troisième temps, nous entendrons Maximo Terrero, le chef économiste de la FAO, qui fera des commentaires techniques relativement rapidement. Je passe la parole au secrétaire général sans plus attendre. Merci, Madame, Monsieur le directeur général. Chers amis, bienvenue à toutes et à tous à ce lancement de la 20e édition des perspectives agricoles 2024-2033. Ces perspectives sont une initiative conjointe qui existe depuis longtemps entre l'OCDE et la FAO. Ces perspectives constituent une référence précieuse pour la planification de l'action publique en fournissant une base factuelle et des données solides pour les perspectives à moyen terme des marchés des produits agricoles. Cette 20e édition fait le point sur l'évolution de l'agriculture mondiale au cours des 2 dernières décennies et recense les grandes tendances des marchés agricoles, notamment l'influence croissante de l'Inde et des pays du sud-est de l'Asie, qui représentent 31% de la croissance de la consommation mondiale au cours de ces 10 prochaines années, la contribution de la Chine à la croissance de la consommation mondiale qui devrait baisser pour se stabiliser à environ 11% par rapport à 27% pour les 10 années précédentes. Et l'insécurité alimentaire qui persiste, notamment dans les pays à faible revenu, où l'apport calorique moyen ne devrait augmenter que de 4%, ce qui ne suffit pas pour atteindre l'objectif de développement durable 2, à savoir éliminer la faim d'ici 2030. L'ouverture et la transparence des marchés agricoles offrent des perspectives économiques à des millions de ménages qui sont tributaires de l'agriculture. Et c'est indispensable pour leur sécurité et leur durabilité. Le rapport souligne l'importance de maintenir le bon fonctionnement des marchés des produits agricoles internationaux pour la sécurité alimentaire mondiale et pour assurer des moyens de subsistance aux populations rurales. Au cours de la décennie à venir, les volumes de produits agricoles échangés dans le monde devraient augmenter de 12%, avec une augmentation des échanges entre les régions exportatrices nettes, comme l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, et l'Europe et l'Asie centrale, et les régions importatrices nettes. L'Asie et l'Afrique devraient voir leurs importations nettes augmenter. Le Proche-Orient et l'Afrique du Nord représentent environ 70% de l'ensemble des calories consommées dans la région. Parallèlement, les chaînes d'approvisionnement agricoles restent soumises à de fortes pressions, notamment du fait de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et de l'évolution des conflits au Proche-Orient, ce qui a des répercussions sur les coûts de transport. Le bon fonctionnement des marchés agricoles restera important pour la sécurité des marchés mondiaux, avec 20% des calories qui sont échangées, et parce que les populations rurales doivent continuer d'avoir bénéficier de ces moyens de subsistance et d'une participation accrue aux chaînes de valeur agroalimentaire mondiale. Le rapport souligne également l'importance de mettre en œuvre des stratégies globales pour lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaire. La FAO a estimé qu'environ un tiers de l'ensemble des produits alimentaires produits pour la consommation humaine est perdu ou gaspillé dans le monde. Environ 13% sont perdus après la récolte et même avant d'atteindre les marchés de détail, notamment en raison d'un accès limité aux technologies et aux infrastructures comme les chambres froides ou des systèmes de transport efficaces. Lors de la réunion des ministres de l'Agriculture de l'OCDE en novembre 2022, les ministres ont reconnu le besoin urgent de solutions transformatrices pour les systèmes agroalimentaires durables. Les perspectives de cette année soulignent que la réduction des pertes et du gaspillage de produits alimentaires pourrait contribuer à favoriser cette transformation durable. La réduction de moitié des pertes et du gaspillage alimentaire d'ici à 2030, conformément à la cible 12.3 des objectifs de développement durable, pourrait accroître sensiblement les apports de produits alimentaires de 10% dans les pays à faible revenu, de 6% dans les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure et 4% dans les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, ce qui pourrait permettre à 153 millions de personnes de sortir de la faim.
L'OCDE dresse actuellement le bilan des initiatives et des politiques nationales qui visent à réduire les pertes et le gaspillage alimentaire afin de recenser les pratiques communes, les difficultés et les idées innovantes pour éclairer le dialogue entre les pays. La réforme de la réglementation, le développement des infrastructures, l'adoption de nouvelles technologies seront essentielles. Par exemple, l'approche de l'Australie met l'accent sur l'engagement des parties prenantes sous la conduite du secteur privé. La France fixe des objectifs ambitieux de réduction dans des secteurs spécifiques qui couvrent l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et le Japon est l'un des rares pays à mener une évaluation d'impact des politiques relatives aux pertes alimentaires et aux déchets. Enfin, le rapport souligne l'importance d'intensifier nos efforts pour soutenir la transition de l'agriculture vers des formes de production plus productives et moins polluantes. L'agriculture, la foresterie et les changements d'affectation des terres sont responsables d'environ 1/5 des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont la moitié proviennent directement des activités agricoles. La croissance de la production végétale, animale et halieutique sera largement tirée par des gains de productivité, réduisant l'intensité carbone de la production agricole. Toutefois, les émissions directes de l'agriculture continueront d'augmenter de 5% au cours de la prochaine décennie en raison de la croissance globale de la production. Une mesure importante face à cela, c'est de réduire de moitié les pertes et les déchets alimentaires, ce qui pourrait permettre de réduire les émissions de 4%, comme le montrent ces perspectives. Le prochain forum mondial de l'OCDE sur l'agriculture, qui se tiendra le 29 octobre, sera axé sur la croissance durable et de la productivité, qui apportera de nouveaux éclairages pour relever ces défis, pour un secteur agricole résilient et respectueux du climat. En conclusion, nous célébrons actuellement 20 ans de collaboration fructueuse avec la FAO et nous nous réjouissons à la perspective de continuer à fournir un socle de données probantes, solides, pour étayer des cadres d'action qui seront bien conçus, efficaces et durables en matière d'agriculture. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole au directeur général Xu Dongyu. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Cette année, avec cette 20e édition du rapport, la FAO et l'OCDE ont atteint un jalon. Et cela témoigne de notre étroite collaboration au cours des 20 dernières années. Il y a 2 décennies, nous avons reconnu les bénéfices d'une élaboration conjointe de perspectives agricoles annuelles qui bénéficierait de notre expertise collective, notamment nos ressources humaines et techniques. Cela nous a permis de mettre au point un modèle de simulation axé sur les principaux marchés des produits agricoles qui nous permettaient de produire des projections de référence annuelles et également des analyses prospectives en temps utile des marchés émergents et des questions politiques. Parmi les exemples clés, on peut citer les crises des prix des aliments de 2007-2008 et 2010-2012. Plus récemment, la pandémie de la COVID-19 ainsi que la montée des tensions géopolitiques. J'aimerais féliciter tous nos partenaires pour leur vision stratégique à l'appui de ce projet conjoint au cours des 20 dernières années que nous allons encore plus développer à l'avenir. J'aimerais mettre en lumière certains messages clés découlant des résultats de 2024. Les économies émergentes déterminent de plus en plus les évolutions des marchés agricoles mondiaux. C'est le cas depuis ces 20 dernières années et devrait continuer à le faire au cours de la prochaine décennie. L'apport calorique devrait augmenter de 7% dans les pays à revenus intermédiaires, ce qui est largement dû à une plus grande consommation des produits de base, des produits de l'élevage et des matières grasses. L'apport calorique des revenus des pays à faible revenu devrait se développer à 4%, ce qui est insuffisant pour atteindre l'objectif de développement durable 2 de fin zéro à l'horizon 2030.
Les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture et leur intensité devraient décliner avec une croissance qui est basée sur des améliorations de la productivité plutôt qu'une expansion des animaux, du nombre d'animaux d'élevage ou de la superficie des terres cultivées, même si les émissions directes de l'agriculture augmenteront de 5%. Des marchés internationaux agricoles fonctionnant bien, cela reste très important pour la sécurité alimentaire mondiale, puisque 20% des calories font l'objet d'échanges commerciaux et les moyens d'existence dans les zones rurales peuvent bénéficier de la participation dans les marchés et des chaînes de valeur agroalimentaire mondiales. Une légère réduction des prix de référence à l'international pour les principaux produits agricoles sont prévues pour les prochaines 10 années, mais cela ne sera peut-être pas nécessaire pour avoir un impact sur les prix au niveau local. Chers collègues, les perspectives confirment qu'il est nécessaire de mettre en œuvre les stratégies qui permettront de combler les lacunes en termes de productivité dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire afin d'augmenter la production nationale et de stimuler le revenu des agriculteurs. La FAO appuie et promeut les avancées technologiques et l'utilisation durable des ressources naturelles, ce qui a toujours été essentiel pour stimuler la croissance de la productivité agricole, notamment dans les pays à revenus intermédiaires. Ces innovations ont redessiné le modèle des échanges à l'international et cela continuera à déterminer ou avoir une influence sur le paysage agricole mondial dans la prochaine décennie. Pour améliorer la sécurité alimentaire, il est essentiel que les décideurs politiques donnent la priorité à une meilleure productivité, à la réduction des pertes et gaspillages de denrées alimentaires et à garantir des systèmes d'échanges multilatéraux justes, transparents, prévisibles et non discriminateurs, et qui prennent en compte les objectifs de sécurité alimentaire au service des petits agriculteurs. J'ai envoyé un message clé à l'OMC, à tous les négociateurs de l'aide au commerce. On doit tenir compte dans ces négociations des moyens d'existence des petits agriculteurs, parce que il y a 85% d'agriculteurs dans le monde qui sont des petits exploitants, des familles qui travaillent dans l'agriculture. Cette année, l'édition des perspectives évalue l'impact potentiel de la réduction des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires de moitié à l'horizon 2030. Réduire de moitié ces pertes et ces gaspillages permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde de 4% et d'avoir une réduction du nombre de personnes souffrant de malnutrition de 153 millions d'ici à l'année 2030. Il est nécessaire de transformer les systèmes agroalimentaires dans le monde pour qu'ils soient plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables. C'est vraiment encore plus urgent qu'auparavant. La crise climatique, avec une augmentation de la pénurie en termes de ressources, de la volatilité économique, cela menace la disponibilité des aliments, leur accessibilité, leur abordabilité, au détriment de la sécurité alimentaire et des régimes alimentaires sains et des moyens existants dans les zones rurales. En capitalisant sur l'innovation et les technologies numériques, nous pouvons optimiser l'utilisation des ressources, réduire au minimum les gaspillages et améliorer l'accès au marché pour les agriculteurs. Les pays doivent s'approprier cette transformation et elle doit être mise en œuvre en collaboration avec toutes les parties prenantes pertinentes. Il s'agit de transformer la façon dont nous réalisons l'agriculture, dont nous transformons les produits, dont nous les échangeons, dont nous distribuons, nous finançons, nous investissons, la façon dont nous mangeons également. Il s'agit de produire plus avec moins. Au bout du compte, il s'agit de garantir les 4 améliorations. Amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des moyens d'existence en ne laissant personne au bord du chemin. Nous devons unir nos efforts pour garantir l'efficacité, l'efficience et la cohérence de nos actions dans tous les secteurs. C'est seulement en travaillant en étroite collaboration que nous pourrons garantir un meilleur avenir pour tous, sans pauvreté, sans faim et sans malnutrition, pour un monde meilleur. Je vous remercie, merci de votre collaboration et je vous assure que nous allons poursuivre nos efforts pour faire encore plus et encore mieux. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Xu Dongyu, pour ces remarques. J'aimerais maintenant donner la parole à Marion Johnson qui va nous présenter le rapport avec plus de détails. Thank you, and it's my pleasure.
Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ce rapport plus en détail, les perspectives agricoles de l'OCDE et la FAO pour 2024-2033. J'aimerais tout d'abord vous donner quelques informations sur ce long chemin que nous avons parcouru ensemble, OCDE et FAO. Nous avons commencé à travailler en 2004. Nous avons publié le premier rapport en 2005 et aujourd'hui, nous en sommes à la 20e édition. Il n'y a pas seulement deux équipes dans ces deux organisations qui travaillent ensemble, puisque nous avons recours aux capacités d'une très large communauté d'experts qui travaillent à l'élaboration du rapport. Avec le groupe sur les marchés de produits, il y a échange de méthodologie et des produits obtenus. Et il y a la 31e conférence des perspectives mondiales qui a lieu en ce moment même à Paris. Entrons dans les détails pour ce qui est des données, des informations qui se trouvent dans le rapport alors que nous célébrons ce 20e anniversaire. Voyons comment les marchés ont évolué au cours des 20 dernières années. Ce que vous pouvez voir ici, c'est les données présentées pour 5 grands produits et nous nous penchons sur les évolutions en matière représentant le poids des différentes régions pour ces différents produits. Et ce que l'on peut constater, c'est que le rôle des pays membres de l'OCDE a changé. C'est ce qui apparaît en bleu. Il y a une réduction pour la plupart des produits, notamment les produits laitiers. D'autres régions ont une proportion plus élevée pour ce qui est de leur part de consommation, notamment ce qui apparaît en noir, c'est-à-dire l'Inde, et qui joue un rôle de plus important pour ce qui est de la consommation des produits laitiers, et ou en orange où on voit la Chine avec une augmentation notamment pour ce qui est des huiles végétales. Les perspectives agricoles sont tournées vers l'avenir. On se demande donc quel sera le rôle de ces différentes régions géographiques pour ce qui est de la demande à l'avenir. Là, vous voyez en vert l'avenir donc, et en gris les 10 dernières années et en bleu les 20 dernières années. Ici, on peut voir le changement important qui a eu lieu, qui a déjà été évoqué par le secrétaire général et le directeur général. On voit que ces 20 dernières années, la Chine était le moteur le plus important de la croissance de la demande de produits alimentaires dans le monde. Eh bien, ce rôle, maintenant, est joué par l'Inde et va être de plus en plus joué par l'Inde, l'Afrique subsaharienne. Et pour ce qui est de l'Inde, on voit qu'un des facteurs déterminants, c'est l'augmentation de la consommation par habitant dans ce pays, consommation de denrées alimentaires. Qu'en est-il de l'apport calorique et pour ce qui est de la diversité alimentaire ? Là, malheureusement, les perspectives ne sont pas complètement positives. On peut voir que l'apport calorique augmente de façon générale au cours de la période, mais la diversité des régimes alimentaires ne change pas tellement. Vous pouvez vous pencher sur les couleurs. Vous pouvez voir qu'il y a une grande diversité sur la gauche et vers la droite, quand on arrive dans les pays à faible revenu, il y a une moindre diversité. Ce qui veut dire que dans les pays à faible revenu, actuellement, la grande majorité de l'apport calorique vient des produits de base, produits alimentaires de base, et cela ne va pas vraiment changer dans les prochaines décennies d'après les résultats présentés dans le rapport. Donc c'est un domaine dans lequel la communauté internationale va devoir continuer à travailler pour s'assurer que les pays ayant les plus faibles revenus puissent également développer la diversité des denrées alimentaires. On a parlé de consommation, qu'en est-il de la production? Ici, vous voyez des barres qui indiquent la production, l'importance de la production dans les différents pays ou différentes régions. Ce qui est important, c'est les losanges noirs qui montrent la croissance de production dans ces différents pays ou régions. Vous pouvez voir que la production est la plus élevée en Chine. Il y a eu une grosse augmentation ces dernières années. Et l'importance de la production, eh bien, c'est important de comparer avec l'Inde ou les pays africains. Production en Chine beaucoup plus grande qu'en Inde, par exemple.
alors que les populations sont similaires dans ces deux pays. Mais il va y avoir des changements en matière de croissance de la production. Les losanges noirs, on s'attend à une croissance de la production beaucoup plus importante en Inde, en Afrique subsaharienne et dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord dans les 10 prochaines années par rapport à la Chine ou à des régions comme l'Asie centrale. Là, il y aura une croissance de production modeste. La production, la consommation, c'est importante pour la sécurité alimentaire, mais nous savons tous que le secteur agricole contribue de façon importante aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, que dit ce rapport pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre provenant de l'agriculture pour la prochaine décennie et les changements? Nous avons un graphique assez complexe ici. Nous avons ces bulles, ces sphères. Plus elles sont grandes, plus il y a d'émissions de gaz à effet de serre dans les régions. Alors, sur l'axe horizontal, on souhaite que les régions soient le plus vers la droite, c'est-à-dire plus de production dans la région, production accrue, ça c'est bon pour la sécurité alimentaire. Mais quand on a des bulles qui sont plus élevées sur l'axe vertical, plus il y a d'émissions de gaz à effet de serre. Quand on est sur la ligne horizontale, ça veut dire qu'il y a le même niveau de changement dans la production et d'émissions de gaz à effet de serre, donc une intensité constante. Mais la bonne nouvelle dans ce graphique, c'est que nous avons des bulles que les bulles soient en dessous de la ligne, avec une réduction de gaz à effet de serre provenant de l'agriculture. Dans ce cas, nous allons dans la bonne direction. Malheureusement, l'augmentation de la production est telle parfois que de façon générale, les émissions de gaz à effet de serre vont continuer à augmenter au fil du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'intensité des émissions décroît dans toutes les régions. Que pouvons-nous faire pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre encore plus? Comme je le disais, un aspect important ici peut être de réduire les pertes et gaspillages d'aliments, comme nous devons le faire si l'on veut atteindre les objectifs de développement durable. On estime dans ce rapport qu'en réduisant de moitié les pertes et gaspillages d'aliments, eh bien, on pourra non seulement améliorer la sécurité alimentaire, puisque l'apport calorique va augmenter, mais on pourra également réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ce sont les deux barres que vous pouvez voir sur la gauche. On s'attend à ce que dans le monde, l'apport calorique va augmenter de 5%, ce qui voudrait dire qu'au niveau mondial, le nombre de personnes mal nourries pourrait réduire de 153 millions de personnes, mais dans le même temps, les émissions de gaz à effet de serre réduiraient de 4%. Donc ça, ce serait une réalisation considérable. Dans ces dernières diapos, nous nous penchons sur les marchés internationaux. Ici, les échanges devraient continuer à jouer un rôle important pour garantir la sécurité alimentaire sur la planète. Cela devrait continuer à être le cas. Il y aura 20% des apports caloriques qui traversent des frontières chaque année. La région Amérique latine et Caraïbes continuera à être un exportateur net. Nous avons l'Asie de l'Est et du Sud-Est qui continue à être le plus grand importateur net pour ce qui est des produits agricoles. Les prix des produits agricoles, eh bien, ils suivent une tendance à la baisse avec une réduction au fil du temps. Mais il y a eu tout de même beaucoup de pics et des évolutions avec des flambées. Et cette tendance pour les prix devrait continuer sa faible réduction et rester stable. Mais comme nous l'avons dit auparavant, les prix des produits dépendent beaucoup des prix au niveau local et cela dépend beaucoup des taux de change. Mais nous avons une stabilité et un niveau plutôt faible, ce qui est bon pour les consommateurs et pour la sécurité alimentaire. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver à cette adresse les principaux résultats. On constate notamment que les changements de la production, de la demande au niveau mondial sera influencé par les marchés émergents. Cela va se poursuivre dans les prochaines années, notamment avec l'Inde. L'intensité des émissions de gaz à effet de serre pour la production agricole vont baisser, mais on pourrait faire encore mieux, et notamment en réduisant les pertes et gaspillages de denrées alimentaires, ce qui sera essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marion, de nous avoir présenté les faits saillants de ce rapport. J'aimerais maintenant donner la parole à Maximo Torero, économiste en chef de la FAO. Vous avez la parole, Maximo.
Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Directeur général de la FAO. Merci, Marion, pour cette présentation technique. Les perspectives nous montrent comment les marchés vont évoluer au cours de la prochaine décennie avec des hypothèses de départ spécifiques sur les situations macroéconomiques, le progrès technologique et les préférences des consommateurs. Nous venons de voir que sur la base de ces hypothèses, les prix internationaux réels resteront stables et que la consommation des principaux produits alimentaires va se développer de 13% d'ici la fin de la prochaine décennie. Pour répondre à cette croissance de la consommation à des prix réels inchangés, eh bien, nous dépendons d'améliorations progressives de la productivité agricole avec l'adoption de meilleures variétés de semences, de la génétique pour ce qui est de la production animale, des pratiques améliorées pour la gestion des exploitations et d'une utilisation plus intensive d'autres intrants comme les engrais et les fourrages. Il faut pouvoir les utiliser correctement, bien sûr. Si nous n'obtenons pas ces gains, les prix vont augmenter au fil du temps et la consommation baissera. Et cela, bien sûr, aurait des implications considérables sur la sécurité alimentaire. J'aimerais vous parler de certaines améliorations de productivité dont nous avons besoin. Tout d'abord, productivité de l'élevage qui devrait se développer sur la base de l'intensification des systèmes de production, des investissements également dans les infrastructures d'élevage des animaux, les biotechnologies et la biosécurité. Cela implique également que nous devons être très efficaces dans notre production pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est particulièrement le cas pour le secteur de la volaille en Afrique subsaharienne qui devrait se développer de 16% en 2033, d'ici à 2033, et la production de produits laitiers en Asie du Sud et du Sud-Est qui devrait augmenter de 13% à l'horizon 2033. L'expansion de la production va augmenter les besoins d'aliments pour animaux dans ces régions et cela va augmenter bien sûr les importations de fourrage. Le rendement des céréales devrait augmenter de 26% en Afrique subsaharienne, de 15% dans l'Asie du Sud et du Sud-Est. Cela est sous-tendu par les taux d'application des engrais avec des augmentations de près de 20% à l'horizon 2033. Et encore une fois, il y a l'importance de la façon dont nous utilisons les engrais. C'est essentiel pour qu'il y ait une bonne efficacité, que l'on puisse produire plus avec moins. Il continue à y avoir de grands écarts en termes de rendement, souvent avec une utilisation faible des engrais synthétiques. Les engrais ont été mis en lumière avec une augmentation des prix très rapide ces dernières années, des préoccupations sur l'impact négatif sur les rendements. Pour répondre à ces préoccupations, nous avons intégré le taux d'application d'engrais dans les modèles de production végétaux. Avec ces modèles, pour l'impact sur le rendement de l'application physique de 3 types d'engrais ainsi que l'impact des coûts des engrais, nous avons fait cet exercice très complexe pour donner des informations à nos membres sur les risques pour ce qui est des marchés et les bénéfices potentiels des investissements dans le secteur de l'engrais. Et c'est un des résultats que nous avons obtenus grâce au modèle que nous utilisons. Dans cette cette année, nous publions la 20e édition de notre rapport et j'aimerais souligner la transformation de notre exercice de modélisation et de la publication au fil du temps. Ce projet conjoint au CDE-FAO a évolué. Au départ, il y avait des perspectives strictement sur les marchés des principaux produits agricoles. Maintenant, nous avons une analyse beaucoup plus complexe en intégrant différents sujets. Nouveau jalon dans cette évolution, c'est l'inclusion du secteur des biocarburants, les liens avec les modèles de pêche, par exemple, de la FAO, ou les tendances pour ce qui est des racines, des tubercules, des légumineuses, le lien avec les modélisations pour ce qui est de la production de fruits tropicaux, de bananes. On tient compte également des engrais, des pertes et gaspillages, de réduction des pertes et gaspillages de denrées alimentaires. Cette expansion permet d'avoir des projections basées sur ces modèles qui permettent d'avoir une base de référence pour continuer l'analyse prospective à l'avenir. Du côté de la demande, cette année, pour la première fois, nous avons fait des projections en termes de nutrition avec un apport calorique par habitant qui augmente. Faire une modélisation des pertes et gaspillages de denrées alimentaires, cela nous permet d'avoir des scénarios correspondant aux évolutions. Cela veut dire que nous devons continuer à accroître la productivité, à réduire l'utilisation des ressources naturelles, donc être plus efficace, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faudra peaufiner ces systèmes pour la prise en compte de la réduction des pertes et gaspillages des denrées alimentaires. C'est essentiel parce que nous avons besoin des meilleures informations possibles pour continuer à travailler ensemble avec l'indice de la FAO sur les pertes de denrées alimentaires, par exemple, et collecter des informations tout au long de la chaîne de valeur dans toute la planète.
Cela fait partie du travail de la FAO sur l'amélioration des estimations de pertes et gaspillage de denrées alimentaires et la mesure des progrès enregistrés pour la réalisation de l'ODD 12.3. Cette nouvelle édition confirme que le défi principal du secteur agroalimentaire, c'est de réaliser l'ODD 2 sans dépasser le seuil de 1,5 degré Celsius. Dans cette hypothèse, nous devons à la fois avoir une augmentation de l'apport calorique dans les pays les plus pauvres, qui devrait augmenter de 4% à l'horizon 2033, mais ce n'est pas suffisant pour la fin zéro dans le monde. Même si l'intensité en termes de carbone de la production agricole devrait baisser, les émissions directes continuent à augmenter de 5% à l'horizon 2033. La feuille de route mondiale que nous avons publiée en décembre dernier donne des directives sur la façon dont la transformation des systèmes agroalimentaires pourrait nous permettre de garantir la sécurité alimentaire et la nutrition aujourd'hui et demain. Cette feuille de route est un processus extensif qui couvre 3 années, qui commence avec la COP 28 en 2023 et qui se poursuit jusqu'à la COP 30 au Brésil en 2025. Cela présente les principaux défis rencontrés par les systèmes agroalimentaires aujourd'hui, avec des points de vue régionaux, des plans d'action nationaux, avec des options de financement, des plans d'action, des mesures de reddition de comptes pour trouver des solutions relatives à la transformation des systèmes agroalimentaires. Cela nous permettra de perfectionner les modèles que nous utilisons dans ce rapport ainsi que l'analyse. Je vous remercie, je suis ravie de ce lancement conjoint de cette nouvelle édition des perspectives de l'OCDE et de la FAO. Merci beaucoup Maximo pour l'excellente collaboration que nous entretenons avec la FAO. Nous arrivons à la fin de ce lancement. Comme je vous l'ai dit, toutes les informations sont disponibles sur le site web des perspectives agricoles OCDE et FAO. Vous avez eu l'adresse sur la dernière diapo de la présentation de Marion, www.agri-outlook.org. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.